Edouard Elias, vous avez commencé la photo vers 21-22 ans. Pourquoi avoir choisi la photo et pourquoi s'être dirigé vers le journalisme de guerre? Alors oui, c'est vrai que j'ai commencé la photo de façon professionnelle, c'est-à-dire que j'ai vendu mes premières photos dans la presse quand j'avais 21 ans. J'ai commencé avant, parce que c'était une passion pour moi. Au-delà de l'aspect esthétique, c'est-à-dire que j'aimais pas spécialement faire des belles photos. Moi, ce qui m'intéressait dans la photo, c'est que c'était un devoir de mémoire, en fait. J'ai eu une enfance un peu compliquée, avec pas mal de pertes dans ma famille. Et en fait, les photos, c'était encore les souvenirs que je pouvais avoir des gens qui allaient sûrement mourir. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des photos. Après, le fait d'avoir été élevé par des grands-parents, qui étaient beaucoup plus dans l'histoire, qui avaient vécu d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale, etc., en fait que je suis devenu passionné aussi d'histoire. Et donc si on mélange photographie et histoire, ça amène quand même relativement vite vers le photojournalisme. Et c'est comme ça qu'à 21 ans, j'ai commencé à faire de la photo de reportage en Syrie. Vous êtes photographe indépendant. Ça veut dire quoi exactement d'être photographe indépendant? C'est quoi les enjeux en fait? Alors, photographe, on peut être photographe déjà dans plein de corps de métiers différents. On peut travailler comme photographe dans le domaine médical, de la recherche, etc. Donc on est embauché par une entreprise et on va faire des photos. On peut être un photographe de studio dans une petite ville avec aussi une entreprise, etc. pour des clients qui pourraient venir. Dans le monde du journalisme, à une époque, il y avait des journaux qui avaient des photographes, on dit souvent staff, c'est un mot anglais, des photographes salariés qui travaillaient pour un journal. Il y en a de moins en moins aujourd'hui. Moi, je fais partie de la dernière catégorie, je fais partie des photographes qui vont vendre, entre guillemets, des photos aux médias, mais de façon indépendante. C'est-à-dire que je n'ai pas de contrat avec un média en particulier. C'est-à-dire qu'ils peuvent m'embaucher pour faire une commande, pour faire un reportage sur une durée déterminée. C'est un peu comme si j'avais des petits CDD, la durée de mon reportage. Mais mes photos m'appartiennent. Par rapport au droit français, toutes les photos que je réalise, ce sont les miennes. Donc par exemple, je peux travailler pour Le Monde et après vendre mes photos à Paris Match, Nouvel Observateur, VSD, Figaro, etc. En fait, c'est comme si j'étais un artisan qui créait quelque chose, qui avait une forme de création et que je pouvais vendre à différents clients. Voilà. Okay. D'accord. Est-ce qu'être un journaliste indépendant, c'est avoir plus de liberté que si vous travailliez pour une agence de presse, par exemple? Oui et non. En fait, être photographe indépendant, ça m'amène déjà le choix des rédactions, ça me donne aussi le choix de mon emploi du temps, ça me donne aussi plus de choix sur les sujets que j'ai envie de faire. Par exemple, je peux refuser de faire un sujet, parce que peut-être que je n'ai pas le temps de le faire parce que j'en fais déjà un autre, ou qui ne convient pas par rapport à ma pratique de la photographie, ou que je ne me sens pas capable de pouvoir le faire, ou que je n'ai pas envie d'aller dans tel ou tel endroit. Donc oui, je peux choisir mes contrats, en fait. Je ne suis pas obligé par une entreprise qui me dit « tu vas là et tu fais ça tel jour ». C'est moi qui dis oui ou non, je suis disponible pour le faire. Donc ça m'offre une complète liberté de ce que j'ai envie de faire. Après, la différence aussi, c'est qu'en étant indépendant, il y a aussi la contrainte financière. C'est-à-dire que souvent, je n'ai pas de salaire mensuel. Je ne gagne que lorsque je travaille. Donc si je ne travaille pas, je ne gagne rien. Et donc, il y a une forme aussi d'emprise dans le fait où on est obligé d'accepter beaucoup de choses pour pouvoir quand même travailler. Pouvez-vous nous décrire une journée type dans une zone de conflit? Alors, une journée type dans une zone de conflit, déjà, il y a toute la préparation pour la zone de conflit, etc. Mais lorsqu'on arrive dans une zone de conflit, déjà, quotidiennement, on passe du temps avec notre fixeur. Notre fixeur, enfin la personne avec laquelle on va travailler, qui fait 90% du travail. Donc, en général, on se réveille le matin, soit on est incorporé dans un groupe de combattants ou pas. Dans ce cas-là, on n'a pas vraiment de fixeur, on est avec des combattants. Soit on est dans une zone de guerre, on va rejoindre des combattants chaque jour. Là, on va discuter avec notre chauffeur, notre fixeur, de comment est-ce qu'on va se déplacer. Donc souvent, c'est au petit déjeuner, autour d'un café, et on essaie de dire aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Donc le fixeur nous dit, voilà ce qu'on peut faire, voilà les accès que j'ai. Voilà, aujourd'hui, par exemple, on peut aller dans tel camp de réfugiés. Là, on va rencontrer telle ou telle personne. On peut y aller que de telle heure à telle heure. Donc, je note. Alors, on peut y aller de 9h du matin jusqu'à midi. Après, ça ferme. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, mais là, on peut aller dans tel village, éventuellement, où il s'est passé quelque chose. Donc, en fait, on programme la journée. En fait, on fait l'organisation de la journée ou de la semaine. Et après, on part. Donc là, on prend la voiture, souvent. Alors, on s'équipe. On parle des règles de sécurité. Parce qu'on sait que de telle heure à telle heure, éventuellement, il n'y a pas vraiment de risque, soit de bombardement, soit de choses. On va, par quelle route on va prendre?
On va discuter de la route laquelle on va prendre. Est-ce que celle-là, il y a des risques? Est-ce qu'on a déjà entendu qu'il y avait eu des problèmes sur cette route? Ça peut être une chaussée dégradée, ça peut être des groupes rebelles, des checkpoints. Alors les checkpoints sont un peu comme des barrages de gendarmerie en fait. On est obligé de montrer nos documents, etc. On discute aussi sur, par exemple en Afrique, en fonction de notre fixeur, on va aller dans une zone, on lui demande mais est-ce que c'est la même ethnie que toi, la même ethnie que toi? Est-ce que c'est la même famille? Est-ce que ça ne te pose pas de danger d'aller là-bas parce que c'est une zone dont tu ne viens pas? Donc voilà, donc on gère ça et après on va sur place. Donc là, on rencontre les gens qu'on va voir. Donc moi, je suis photographe. Donc en général, je ne passe pas par la case interview. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va aller faire une interview d'une personne et tout. J'ai plutôt pouvoir rester libre de mes mouvements. Et pendant que, si par exemple je travaille avec un journaliste qui va écrire, pendant que la personne va faire une interview, moi, je vais me balader dans le camp de réfugiés pour aller rencontrer des gens, les photographier, etc. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. La journée se fait. Là, on rentre. Et là, alors en fonction de pour qui je travaille, si je travaille pour un quotidien, par exemple comme Le Monde, qui a besoin d'avoir des images assez rapidement, ben, je vais sur l'ordinateur, je décharge mes cartes mémoire, et je commence à travailler sur mes photos. Travailler sur ces photos, c'est quoi? C'est déjà les sélectionner, parce qu'en fait, quand on fait des photos, on ne va pas tout envoyer, on fait une sélection, donc je sélectionne les photos qui, moi, correspondent à ce que j'ai voulu photographier, à ce que j'ai voulu montrer, donc les meilleures photos, etc. On peut faire un peu ce qu'on appelle de la post-production, ce que communément on peut appeler la retouche, mais qui n'en est pas, en fait, c'est juste jouer sur les contrastes, etc. Je légende mes images, c'est-à-dire que je mets des notes sur tout ce que j'ai enregistré. Donc où est-ce que c'est? C'est les 5 W en fait, hein. Who, when, what, where, et je ne sais plus lequel. Mais on essaie d'expliquer en fait ce qui se passe dans les légendes, donc c'est des petits textes qui sont incorporés aux photos. Je me connecte à Internet, donc souvent il y a des difficultés, parce que souvent on n'a pas une très bonne connexion Internet, donc est-ce qu'on passe par un routeur? Est-ce que ça peut nous mettre aussi en danger que d'envoyer des trucs par Internet, parce que souvent nos communications peuvent être interceptées. Donc ça dépend des pays, etc. Donc souvent il faut peut-être se déplacer pour renvoyer d'un autre endroit où j'ai travaillé mes photos. Je les envoie, et puis là, ben, s'il n'y a pas d'autre chose à faire, je vais me coucher. Manger d'abord, parce que ça c'est super important. Et manger et dormir. Voilà. Parce que le repos et manger, enfin c'est ces petites choses qui sont bêtes, mais c'est extrêmement important en fait. Il faut être en forme physiquement, parce qu'on est stressé, on est sous pression, que ce soit une zone de guerre ou pas en fait, hein. Quand on fait un travail, ben, en gros il faut avoir quand même un rythme de vie le plus sain possible. Souvent c'est un peu difficile, mais voilà. Donc ça c'est un peu le quotidien, on va dire, sur une zone de guerre. Et après si avant, moi je suis vachement à cheval là-dessus, c'est que je décharge toutes mes cartes mémoire, donc je formate mes cartes de façon à ce qu'elles soient vierges, je recharge toutes mes batteries, je vérifie que mon matériel est bien fonctionnel, machin, etc., pour être prêt pour le lendemain. Tout est disposé sur une table, prêt à être pris. Et en général, si dans certaines zones de guerre, comme par exemple dans des endroits qui peuvent être sujettes à ces zones de bombardement, etc., bah, je suis déjà habillé, il y a juste mes chaussures qui sont là sur le bord, et encore des fois on dort avec, et le matériel qui est déjà pris, de façon à pouvoir en quelques secondes, boum, m'équiper et partir. Je fonctionne à peu près comme ça. La veille, tout mon matériel est prêt pour le lendemain. Je suis parti de Bretagne ce matin, j'ai juste eu à monter sur ma moto et à mettre un sac dessus, tout le reste était prêt. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Justement, je rebondis, vous parlez de danger. Comment assurez-vous votre sécurité sur le terrain? Y a-t-il des formations adaptées physiquement ou même psychologiquement? Alors, les formations, alors déjà, comment est-ce qu'on se prépare pour aller sur une zone de guerre? Malheureusement, personne n'est vraiment, dans le monde civil, n'est vraiment préparé à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas Quand je suis parti en Syrie la première fois, d'ailleurs, je n'avais jamais fait aucune formation, même pas de secourisme, etc. Je les ai repris après. Aujourd'hui, beaucoup de rédactions, même notamment en vidéo, etc., peuvent envoyer des journalistes sur les zones de guerre, mais sans aucune préparation. J'ai entendu des choses qui étaient quand même assez absurdes, d'équipes qui pouvaient partir et qui ne savaient pas faire un garrot, par exemple, ou on va dire une hémorragie, etc. Il y a une des vraies lacunes là-dedans. Il y a des énormes lacunes là-dedans en termes de formation, etc. On pourra en reparler plus tard, on est en train de monter un collectif avec un ami, Didier François, pour aider les jeunes journalistes à être formés et à partir en zone de guerre, mais aussi le matériel. C'est-à-dire que les gens peuvent partir avec un gilet pare-éclat ou un casque, mais personne ne leur a expliqué comment le porter, comment le mettre, dans quelle situation le mettre, en quoi est-ce que ça peut aider ou ne pas aider en fonction des zones. Les contraintes de sécurité en véhicule aussi, c'est la même chose. Comment se garer avec un véhicule, comment anticiper aussi en fonction du véhicule qu'on a, les choses. Ça, en fait, tout le monde l'a appris plutôt sur le tas, mais il n'y a jamais eu vraiment de formation obligatoire, etc., pour pouvoir le faire. Et donc là, c'est vraiment un flou, on va dire, un peu dans ce métier.
Mais je pense qu'aujourd'hui, notamment avec la guerre en Ukraine, on peut prendre cet exemple-là, où les communications sont ciblées, où on a quand même différents types d'armes qui peuvent utiliser. Donc c'est des drones, de l'artillerie, de l'arme à feu, enfin de l'arme d'assaut classique. On est vraiment dans des choses qui peuvent être extrêmement dangereuses. Et il faut pouvoir, entre guillemets, avoir des protocoles pour pallier à ça. Et ça, la formation aujourd'hui est primordiale, parce qu'en fait, souvent on pense au danger que va prendre le journaliste, mais si le journaliste prend des dangers, il met tout le monde en danger autour de lui. Quand je disais en Syrie, si j'étais blessé en plein milieu d'une rue en Syrie, les gens que j'accompagne en Syrie auraient risqué leur vie pour venir me chercher. Si par exemple, je suis surpris par tel ou tel effet des armes, je peux être tétanisé, donc bloquer, on va dire, le déplacement de tout un groupe de combattants ou pas. Enfin, on peut mettre les gens en danger en quelque sorte, surtout qu'on est chargé, on a quand même du matériel, on n'est pas armé. Et justement, c'est très important de ne pas l'être, hein, parce qu'on est journaliste, on n'a pas de place, on n'est pas des belligérants dans un conflit, c'est-à-dire qu'on n'a pas à prendre parti. Mais on peut être aussi un poids pour les personnes. Et on prend de la place, parce que les caméras, les appareils photo, le casque, les affaires, etc. Et voilà, donc on peut, ou les communications qui sont mal gérées. Si je garde mon téléphone portable, on va dire, avec la ligne allumée, ça peut être spoté. Et donc je peux mettre en danger aussi toutes les personnes, on va dire, autour de moi. Donc comment est-ce que ça s'anticipe ? Déjà par de la bonne... avec un minimum de jugeote, en fait. Hein. On se dit, bon, ou demander directement sur place. Écoutez, j'ai mon téléphone portable, est-ce que vous voulez que je le garde allumé ou pas ? Voici les risques que ça peut avoir. Est-ce que j'ai une bonne forme physique ? Par exemple, si j'étais pas spécialement sportif, ou avec un bon embonpoint, ou asthmatique, je sais pas, je dirais, écoutez les combattants, je vais peut-être pas vous suivre sur un assaut, quoi. Parce que justement, il faut être capable de ça. Enfin voilà, si on sait qu'on va marcher 40 km, avec 20 kg sur le dos, il faut être capable de le faire. Et donc, il faut savoir s'écouter et dire aux gens, écoutez, là, je ne le sens pas, je ne pense pas avoir les capacités pour vous suivre. Et donc, c'est vraiment une question de bon sens, en fait, tout simplement. Et après, il y a coup de bol ou pas. C'est-à-dire que des fois, un mortier, un bombardement aérien, etc., comme dirait un copain qui s'appelle Patrick Chauvel et tout, le manque de bol, c'est une erreur professionnelle. Donc en gros, il faut essayer faire en sorte d'avoir de la chance aussi. Est-ce qu'il y a une certaine concurrence avec les autres photographes, par exemple pour les meilleurs clichés ou les meilleures positions ? Plus que le meilleur cliché ou la meilleure position, la concurrence se fait plutôt en amont, en fait. Dans le fait qu'on va écrire une rédaction pour dire j'ai tel ou tel sujet ou telle chose. En général, on ne parle pas de nos sujets en amont, à part à nos amis, on va dire, les plus proches. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, tiens, j'ai trouvé une super histoire sur, j'en sais rien, un truc très particulier, quelque part. En général, on garde ça un peu pour nous parce qu'on sait qu'il y a très peu de médias et que les médias aussi sont un peu en concurrence. À une époque, il y avait une grosse concurrence entre VSD et Paris Match, où chacun a essayé d'avoir une histoire avant les autres pour pouvoir vendre, etc. Après, sur le terrain, un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a plein d'histoires de groupes de journalistes qui étaient dans le même hôtel, il y en a un qui a entendu quelque chose et qui part, et il dit rien à personne la nuit en catimini pour aller faire le truc. Mais je trouve que quand même les gens s'entraident. En général, quand on a un journaliste qui est notamment écrit, qui est staff, donc qui travaille pour une rédaction, dont les frais sont payés par la rédaction, ça nous arrive souvent de prendre le siège supplémentaire dans la voiture, où il ne nous fait pas payer. Parce que justement, c'est sa rédaction qui prend en charge. Donc nous, les pigistes qui n'ont pas trop de moyens, on se greffe, on va dire, un peu à eux, puis des fois un peu en échange, on peut agrémenter leur site de photographie, enfin, on se débrouille. En fait, il y a quand même plutôt une entraide sur le terrain. En amont, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais sur le terrain, je trouve que quand même l'état d'esprit, généralement, est bon. Bien qu'on se crie dessus, bien que... Enfin voilà, on reste quand même des gens qui ont une indépendance. Je déteste, moi, par exemple, d'être avec deux journalistes au même endroit que moi. Donc en général, au lieu de rester au même endroit qu'eux, j'essaye de prendre la porte à côté ou d'aller avec un groupement de combattants à côté, etc. Parce que en tant que photographe, j'aime bien avoir mon champ qui est libre. Dès que, par exemple, un radio, ça va, parce que les appareils photo ne font pas de bruit. Un texte, ça va, quelqu'un qui fait du texte. Mais quelqu'un qui fait de la vidéo, en général, le photographe et les caméramans, JRI, en fait, souvent, on est un peu coincé, mais souvent, on discute. On se dit, bon, alors voilà, on est ensemble, donc dis-moi si je suis dans le champ, ou on essaie de discuter. Après, c'est sûr que si les gens n'ont pas envie de discuter, tant pis pour eux. Parce que, me concernant, je sais que j'ai un pouvoir de nuisance assez fort s'ils ne veulent pas être dans la collaboration. Et là, oui, ça peut nous arriver de nous imposer. Mais ça m'est même arrivé plusieurs fois, entre guillemets, si la personne n'avait pas envie de penser qu'elle avait toute sa place, parce que c'est une grande chaîne de télévision, non. Donc il y a eu des petits accrochages comme ça, mais ça s'arrête là, en fait.
rien de dangereux, enfin me concernant, mais bien sûr on a tous entendu des histoires de dénonciation, de coups bas, etc. Mais enfin, moi personnellement j'en ai pas expérimenté beaucoup, quoi. Selon vous, qu'est-ce qui fait une bonne photo et quel doit être le rôle d'un bon photographe? Alors ça, c'est un sujet quand même assez large. On peut se poser la question, est-ce que c'est juste de faire une photo esthétique de quelqu'un en train de mourir, en fait? Mais justement, personnellement, je pense que la photographie, c'est comme de l'écriture, en fait. C'est-à-dire que les gens qui me disent qu'ils trouvent ça intolérable qu'une photo de guerre puisse être esthétique, je leur demande en quoi, je sais pas, quand on pense à des livres sur la guerre, on va se rappeler de Genevois, on va se rappeler d'Hemingway, on va se rappeler de Céline, sur Voyage au bout de la nuit, et on reste quand même sur des personnes qui ont fait preuve, on va dire, d'un langage, d'une écriture, en fait. On aime beaucoup plus lire le texte d'une plume que quelqu'un qui va juste décrire bêtement les choses qui sont en train de se passer, en quelque sorte. La photographie, c'est la même chose. La photographie, c'est juste une écriture, en fait. Alors d'accord, c'est de l'image, mais pour moi, une bonne photographie, c'est une photographie qui puisse rester et qui puisse parler d'une situation en général et pas seulement d'un endroit à un instant, enfin un endroit à un instant T où ça s'est passé, en fait. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est qu'une photo, par exemple, de réfugiés en Méditerranée, sur l'Aquarius, en 2016, en mars, sur la deuxième rotation de l'Aquarius, puisse servir à parler en général de la crise des migrants en Méditerranée. Que la photographie de la guerre en Ukraine puisse être prise par le Musée des Armées et les Invalides et faire une exposition en incorporant mes photos sur les images de la Première Guerre mondiale, comme référence à la Première Guerre mondiale, pour dire voici en fait la continuité, comme quoi même dans une période moderne, on garde quand même des gens, des hommes, entre guillemets en général, qui sont en train de mourir dans des tranchées, malgré le fait qu'on soit au XXIe siècle, et qu'on parle d'une guerre du début du XXe. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc aller chercher des références historiques pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que mes photos puissent toucher, en quelque sorte. Il y a un moment d'ailleurs assez marrant, j'avais fait une exposition dans certains endroits à Paris, où le conservateur n'était pas spécialement, était assez critique, et essayait de me coincer en me disant comment vous pouvez vous permettre de mettre des photos esthétiquement belles de la guerre. Et là, coup de bol, en fait, tout au-dessus, en fait, il y avait plein de peintures, en fait, qui étaient dans l'endroit, et je dis, vous avez juste à lever les yeux. Qu'est-ce qui reste aussi de la peinture? Tout ce qu'on a ici sont des scènes de bataille navale napolitaine. Donc, c'est la guerre, c'est atroce ce qui est en train de se passer, mais elles sont encore présentées ici, en quelque sorte. Et donc, voilà, la guerre fait partie des choses qui ont été les plus peintes aussi, et aujourd'hui, pour moi, c'est important d'essayer d'inscrire la photographie autant dans l'histoire de l'art que de la photographie. Après, c'est vraiment ma perspective à moi de la photographie. Quoi qu'il arrive, une photographie, c'est un cadre. On choisit un objectif, on choisit un type d'appareil, on choisit un cadre. Donc après, autant le faire avec des règles et des codes qui permettent de toucher, on va dire, les personnes. D'accord. Voilà. C'est qu'elle a une forme avec la matière de la guerre, vous donnez une forme Il y a le fond et la forme. Ouais, c'est ça. Il y a les deux. C'est-à-dire que le fond doit être juste en tant que journaliste. Je ne suis pas là pour tromper le lecteur, je ne suis pas là pour accentuer une photographie où il ne se passe rien pour donner l'impression que c'est la guerre, que c'est des combats, etc. Ce qui me dérange d'ailleurs beaucoup, où des fois on voit les sécurités sur les Kalachnikov et la personne qui dit que ça tire dans tous les sens. Non. Si elle a sécu sur la Kalachnikov, c'est que le gars il est en train de poser. Donc il y a un moment, il ne faut pas exagérer non plus. Mais moi, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans la guerre, c'est les temps morts. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'abattement, l'attente, la peur, la fatigue. Ce que j'aime bien, c'est les images chiantes pendant la guerre. Moi. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, en fait. C'est juste le gars en train de douter. 99% du temps, c'est ça. Et donc, c'est ce que j'essaye vraiment d'explorer dans la photographie. Mais ce n'est faisable que si, en fait, en amont, on a créé une relation avec les gens et qu'ils ont réussi à presque, pas nous oublier, mais à nous accepter dans leur groupe. Et ça, pour moi, dans la démarche photographique, n'est pas celle de cadrer et d'appuyer sur un bouton, mais toute la relation psychologique avec les gens quand on va les rencontrer sur le terrain. Et c'est ça, pour moi, le truc primordial, en fait. C'est comment être pour pouvoir se faire accepter par les gens. Voilà. Mais ça fait partie de la composante de la photographie, en fait. Voilà. Quel est le reportage qui vous a le plus marqué et pourquoi? Voilà, il y a quand même pas mal de reportages. Alors, il y en a pour plein de différents types de raisons. Pour la camaraderie, je dirais, j'ai vraiment eu, il y a eu la Syrie, je travaille avec la Légion étrangère aussi en Centrafrique, autant les réfugiés en Méditerranée que l'hôpital qui s'occupe des femmes violées au Congo, donc avec le docteur Mukwege, donc c'est un docteur qui a eu le prix Nobel de la paix, m'ont marqué sur un autre plan psychologique.
l'histoire d'amitié, ça a été au Darfour avec Abdulmonem Issa, un copain. Ils sont tous différents en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que l'aspect photographique en tant que tel de ce que j'ai pu photographier, mais aussi de la relation avec les gens, qui sont des choses qui me sont très personnelles en fait. Et donc là, dans pas mal de reportages, il y en a sur lesquels j'ai pas spécialement éprouvé grand-chose, ou j'étais pas spécialement à l'aise, ou ça m'a pas marqué. Mais d'autres, oui, qui resteront en fait. C'est-à-dire que le Soudan, la Syrie, c'est la première zone de guerre, la Légion étrangère en Centrafrique, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je travaillais avec les forces spéciales françaises là pendant pas très longtemps, mais en découverte humaine, ça a été assez incroyable. Le Congo, par rapport à la difficulté de ce qu'avaient vécu les personnes que je photographiais, où c'est très dur de trouver sa place, comme photographier des femmes qui ont été violées et mutilées, il faut un peu de temps pour trouver la distance par rapport à ça, en fait. Ouais, je dirais qu'il y a pas mal de trucs comme ça. Vous faites beaucoup de portraits. Quel type de photos préférez-vous faire? Alors, je fais peu de portraits, justement. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle par portrait. En général, moi, c'est que je appelle portrait du vrai portrait, c'est-à-dire du portrait posé, c'est-à-dire derrière une personne, de se positionner comme ça et de la photographier, soit dans un environnement, soit sous une lumière contrôlée, etc. Ça, je le fais très peu. Enfin, je le fais éventuellement, mais en dehors de mon travail de reporter. Je le fais pour ce qu'on appelle de la commande institutionnelle, etc. En gros, je travaille pour les entreprises, quoi. Donc là, on va dire que c'est un truc que je fais, on va dire, à côté, qui n'est pas le centre de mon image. Moi, le centre de ma photographie, c'est une photographie du vivant, dans quelqu'un en situation, que je ne contrôle pas. Donc c'est de me faire accepter, tourner autour d'une personne et la photographier. En général, moi j'aime bien photographier toujours avec un peu de distance, pour pouvoir avoir l'arrière-plan à l'intérieur. Alors, et c'est pas ce que j'appelle vraiment de la photographie de portrait, c'est plutôt de la photographie, on va dire, en situation globale avec un environnement, en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est pas trop... En fait, je suis très mal à l'aise dans le portrait. Je n'arrive pas à contrôler une personne, à dire tiens, vous allez être jolie comme ça. En fait, ça m'angoisse. Si je commence à avoir trop l'attention d'une personne et qu'elle attend quelque chose de moi, là, je commence à bloquer. Enfin, je suis pas capable de faire, selon moi, du travail qualitatif. Je préfère plutôt qu'elle fasse sa vie, qu'elle se débrouille, et puis moi, je tourne autour. Voilà. Mais ça, c'est un peu ma façon de photographier. Mais ouais, le portrait, je dirais que ça... Enfin, dans ma façon de voir la photographie, c'est pas quelque chose qui vraiment me caractérise, quoi. Voilà. J'adorerais savoir en faire, mais c'est pas mon truc, quoi. Mais bon. Comment choisissez-vous les photos que vous souhaitez publier et est-ce que vous vous imposez des limites en sachant que les photos elles peuvent choquer? Alors, déjà, c'est pas moi qui vais publier les photos. C'est un magazine avec un service iconographique, donc des iconographes, en fait on appelle ça, c'est des gens qui travaillent dans la rédaction, qui vont choisir la photo, qui va aller illustrer un texte. Donc moi je leur propose des photos que eux vont choisir pour illustrer un texte ou une couverture ou une double page, etc. L'ordre aussi, c'est eux qui vont le choisir en général. Quand je travaille pour un média, bien sûr. Une exposition, c'est moi qui choisis, qui gère, etc. Donc moi, je leur propose des photos. Donc déjà, je ne leur propose aucune photo qui ne me convienne pas. Qui puisse... parce qu'en fait, souvent, on fait des photos qui ne seront pas montrées. En fait, il y a des photos loupées. Il y a les photos où je fais en double, en triple, en quadruple pour essayer d'avoir la bonne position des personnes, etc. Et il y a des photos que je considère qu'elles peuvent tromper l'information, ou qu'elles peuvent, on va dire, même nuire à mon sujet. Sur l'Aquarius, il y a des personnes qui sont sorties. Donc l'Aquarius, c'est un bateau qui va chercher des réfugiés en Méditerranée. Il y en a que j'ai photographiés qui étaient nus, parce que j'ai fait des photos et j'ai choisi de ne pas les sortir, parce que j'ai trouvé que ça portait atteinte à la dignité des personnes, sans que ça change fondamentalement grand-chose à mon reportage. Quand j'étais avec des légionnaires français qui avaient des jeunes pendant une formation à Nîmes, donc là où sont entraînés les jeunes légionnaires de la Légion étrangère française, il y en a qui avaient des téléphones portables. Ils n'étaient pas censés en avoir à ce moment-là. Ils les planquaient, etc. J'ai fait en sorte que lorsqu'on les voyait avec des téléphones portables, ils étaient à l'extérieur du régiment. De façon, en fait, à aussi les protéger aussi, parce que c'était bête qu'ils se fassent taper sur les doigts juste pour un truc qui n'apportait pas grand-chose, en fait, par rapport à mon reportage. Donc des fois, je fais attention aussi aux personnes que je vais photographier. Donc ça, c'est des images que je peux garder. Après, il y a autre chose. Il y a aussi, sur une zone de guerre, par exemple en Syrie, j'ai des images qui sont gore, parce que c'était gore, et que je n'ai pas choisi de mettre dans mes editings, etc., mais que je garde. De toute façon, je garde tous mes déclenchements, je garde toutes mes images. Si un jour on m'appelle en me disant, voilà, il y a la Cour pénale internationale qui fait quelque chose, sur la Syrie, j'ai des images à montrer,
difficiles qui peuvent servir aussi à des juges, à des chercheurs, à des médecins peut-être criminels, je ne sais pas, enfin des choses qui dépassent, on va dire, moi, ce que j'ai voulu raconter sur cette guerre. C'est un peu à côté, mais évidemment, j'avais travaillé pour le musée des armées, donc les Invalides, ils ont fait une acquisition sur mon travail sur cette fameuse Légion étrangère en Centrafrique en opération. Et quand ils ont regardé mon travail, ils ont été intéressés par des photos qui pour moi n'avaient pas spécialement beaucoup de signification. Il y en avait une, on voyait un légionnaire en train de comater un peu sur un banc, sauf qu'il y avait une grosse bouteille « J'aime le lait d'ici » qui était posée dessus. Moi, ça ne me paraissait pas spécialement extraordinaire, mais pour eux, ils me disaient, ça montre aussi le type d'alimentation que les soldats français vont manger en opération, etc. Donc cette image les a intéressés, alors que pour moi, je n'avais pas spécialement vu ce que ça pouvait amener comme plus-value, etc. Et donc, pour ça qu'il faut garder ces images, mais elles n'ont pas toutes la même destination, en fait. Elles ne vont pas avoir toutes les mêmes... C'est pas une image qu'on va exposer en galerie. C'est pas la même chose. Par exemple, moi j'ai certaines images de reportage que je ne mets pas en galerie à l'achat, par exemple. Ça, c'est des images d'hôpitaux en Syrie, ou des choses comme ça, ou d'enfants morts, enfin voilà. Ça, c'est... à moins que ce soit quelqu'un qui va me dire, écoutez, je suis collectionneur, ce reportage, pour moi, dans les collections, dans les choses, est important dans sa globalité pour raconter la guerre, c'est pour l'exposer, pour expliquer. Enfin, la personne a vraiment intérêt à m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a envie d'acheter ça, quoi. Et dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Mais en fait, on fait attention aux petites images qu'on va montrer, aux témoignages qu'on va montrer. En fait, l'idée pour moi n'est pas de choquer les gens. Je pense que l'idée pour moi, c'est que les gens regardent la photographie le plus longtemps possible. S'ils sont hypnotisés par la photographie, qu'ils peuvent la regarder le plus longtemps possible, c'est du temps de réflexion. Et donc ça, c'est chouette. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher ces images-là. Et c'est comme ça que je les choisis et qu'ensuite je les propose à une rédaction. Des fois, on va me demander aussi telle ou telle image pour tel ou tel sujet que je peux refuser. Une rédaction m'avait appelé pour me demander Edouard, envoie-moi les images de Centrafrique. Je leur ai dit, écoutez, pour quel article en ce moment, il y a une histoire de viol en Centrafrique par des membres de l'armée française, enfin d'accusation de viol de l'armée française en Centrafrique. Est-ce qu'on peut utiliser tes images comme illustration? Je leur ai dit, mais non, parce que ça s'est passé dans cette ville qui s'appelait Bangui, la capitale, et moi j'étais à Bambari avec d'autres personnes. Ils me disent, oui, mais on dira que c'est une illustration. Je leur ai dit, non. Je ne veux pas que le visage des personnes que j'ai photographiées soit associé à une accusation de viol, etc. Parce qu'il n'y avait aucune accusation sur eux à tel endroit, etc. Donc c'est une façon aussi de protéger les gens que j'avais photographiés, tout simplement. Et donc j'ai refusé la publication. Voilà. Donc des fois je refuse aussi d'envoyer certaines de mes images à certains médias ou magazines, etc. Voilà. Restez-vous en contact avec les personnes auxquelles vous avez eu la chance de rencontrer et de parler? Alors oui et non. Il y a des personnes avec qui on ne reste pas en contact parce que chacun fait sa vie aussi à côté. Il y en a avec qui on tisse des liens d'amitié, d'autres non, hein. Enfin d'autres même des personnes exceptionnelles avec lesquelles on en reste là aussi parce qu'ils sont... Il faut imaginer que nous on part et on revient. Eux souvent restent dans leurs problématiques qui sont souvent assez chronophages, quoi. Une guerre, ça prend du temps et un peu d'énergie, quoi. Donc moi qui y suis allé, avec qui j'ai passé du temps, hein, bien sûr certains, hein, sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ce n'est rien comparé par rapport à leur vie en général. Mais je pense, oui, j'ai des numéros de téléphone, si j'appelle les gens, ils s'en souviendront avec plaisir. La même chose, il y en a qui deviennent des amis, qu'on peut même revoir par la suite, etc. Et d'autres non. En fait, c'est comme dans toutes les relations humaines, vous allez être amené à rencontrer dans le lycée plein de gens avec qui ça va bien se passer, etc. Mais avec qui vous n'allez peut-être pas garder un lien. Mais 10 ans plus tard, vous êtes allé avoir un coup de fil ou les croiser quelque part à une station-service. Alors oui, non, croiser quelqu'un dans une station de service, il y avait un film qui s'appelait Harry, un ami qui vous veut du bien, c'est pas bien. Faut faire attention à ça. Mais parce que le film se passe très mal. Mais sinon, non, enfin en général, oui, on peut retomber sur des gens, etc. Et c'est assez... on garde des contacts. Et puis des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Voilà. D'autres aussi qu'on ne peut pas recontacter parce qu'ils sont dans un pays où qui a changé, en fait. Et où, en fait, le fait de les contacter peut les mettre en danger. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. J'en ai quelques-uns comme ça, à qui j'adorerais avoir des contacts, qui j'adorerais écrire, mais qui ne sont pas spécialement dans un pays où aujourd'hui, ça serait opportun que je leur écrive. Donc je préfère ne pas le faire pour ne pas, entre guillemets, les mettre en danger. Voilà. Tout simplement. Le photojournalisme est-il un métier d'information ou est-ce un métier de témoignage? Alors ça c'est intéressant, dans le sens où, enfin c'est pas comment on le prend, etc. Alors déjà l'information, oui. Ramener une information.
Déjà, il y a des règles en fait sur ramener une information. Ramener une information, c'est ramener quelque chose de factuel. C'est avoir eu des sources, c'est avoir pu croiser les sources de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, et de ce qu'on a vécu en quelque sorte. Hein. Et puis des fois, il faut faire attention, parce que j'ai peut être, entre guillemets, sur une ligne, en première ligne et tout, ou dans un village, et avoir des bombardements, bah, ce serait bien aussi de savoir qui a bombardé. Parce que ça peut être, quand on est dans un village, des fois ça peut être les gens qu'on considère comme des amis ou les ennemis. On ne sait pas de quel... Enfin, à moins de commencer à comprendre les effets des armes, à regarder les trajectoires, etc. Mais souvent, en fait, quand on est extrêmement près, on n'a pas toutes les informations. Donc c'est bien de recouper, de comprendre, etc. Un témoignage, il faut faire attention, parce qu'un témoignage... Alors, oui, je témoigne, entre guillemets, j'ai vécu ça, je l'ai vu, etc. Il faut faire aussi attention, je pense, aujourd'hui, de quel est notre côté journaliste et quel est notre côté militant. C'est-à-dire que certains vont peut-être aussi aller beaucoup plus vite dans le témoignage qu'ils vont faire d'une situation par un certain biais aussi politique, idéologique, etc. Il faut faire attention à ça, en fait, de ne pas se tromper entre ramener une information, de dire « il s'est passé ci, à tel endroit, à tel moment, voici ce que j'ai vu », et pas accentuer, on va dire, quelque chose. Alors, on peut prendre l'exemple, par exemple, avec les manifestations en France, où on va dire quand il y a des altercations entre un certain groupe donné et les forces de police, etc. En fait, certains vont aller dans une manifestation déjà en ayant pour but de montrer, on va dire, soit la violence des Black Blocs, soit la violence policière. Là, pour moi, il y a une limite. C'est-à-dire que là, en fait, quelle est notre position? Est-ce qu'on y va là-bas comme militant, c'est-à-dire pour essayer de prouver quelque chose, ou on est là pour voir ce qui est en train de se passer et le rapporter factuellement? Et donc il y a beaucoup de débats, on va dire, aujourd'hui là-dessus. Moi, ma position, c'est que du moment où je suis journaliste, je suis citoyen et journaliste, lorsque je suis journaliste, je ne fais pas preuve d'idéologie politique, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour dire qui a raison ou qui a tort. Je suis là pour dire voilà ce qui s'est passé. Je considère que le public, c'est-à-dire vous, ou les personnes qui ont une responsabilité. Moi, je suis une partie du travail. Je vais dans certains endroits, des fois en prenant des risques, etc., pour vous ramener une information qui est décryptée, qui est sourcée, qui est calée. Je considère que le public est responsable. Déjà, il est censé respecter mon travail parce que c'est comme du service public et j'ai quand même risqué souvent ma vie pour pouvoir le faire, pour prendre l'information et après se faire son idée. C'est pas moi lui dire quoi penser en fait d'une situation, parce que je pense que les gens qui lisent les journaux, qui regardent les magazines, qui regardent la télé, ne sont pas des gens cons en fait. On n'a pas besoin de leur dire quoi penser. On a besoin de leur montrer les choses et qu'après ils se fassent leurs propres idées. Et du moment où c'est décrypté, où c'est bien fait, ça doit rouler en quelque sorte. Mais ça, c'est pas mon métier. Donc je fais très attention, entre guillemets, même dans mes témoignages, à parler de la situation, à peu parler de moi d'ailleurs. Quand je fais un reportage, rarement, alors là on avait fait d'ailleurs une vidéo avec Abdelmonem Issa sur les coulisses de notre reportage, on va dire, au Darfour, parce que c'est intéressant sur l'aspect scolaire, montrer comment ça se passait, etc. Mais ça, c'est assez exceptionnel, en fait. D'habitude, on ne parle pas de nous. Nous, on n'est pas du tout de l'information, en fait. On n'est pas du tout, normalement, enfin... Oui, alors c'est bien que certains écrivent, oui, comment ça se passe, le reportage de guerre, etc. Mais notre place, en fait, c'est de vous ramener de l'information, après. Le reste, là, on tente d'autres choses. Vraiment, c'est pas à nous, entre guillemets, c'est pas, oui, c'est le journaliste star, le photographe star qui est parti là-bas. Mais en fait, on s'en fout. Que ce soit tel ou tel journaliste qui est parti là-bas, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il va avoir écrit, ce qu'il va avoir fait. Sinon, on se trompe. À partir du principe, parce que c'est telle ou telle personne, que ça va être bien, que ça va être intéressant, et qu'il faut croire plus lui que d'autres. Non. En fait, on est au service de l'information, de ce qui se passe, on est au service de cette actualité-là pour la décrypter. Et notre travail, c'est ça. Et ça s'arrête là. Voilà. Après, le reste, c'est faut faire très attention, je pense. Il faut savoir garder notre place, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, quel est notre impact, nous, sur une zone de guerre? En fait, on n'a pas d'impact directement sur l'endroit dans lequel on est. On peut avoir un impact sur ce que vont penser les gens à l'endroit où on va envoyer l'information, et comment eux, après, vont décider de voter, de faire des choix politiques, etc. Mais ça, c'est à eux de faire les choix, en fait. Nous, on est là pour montrer certaines choses, etc. Voilà. Enfin, ça, c'est ma façon de voir les choses, hein, mais, qui peut changer par chaque journaliste. On a remarqué qu'une grande partie de vos clichés apparaissent en noir et blanc. Ouais.
Pourquoi ce choix en fait de supprimer la couleur? Alors on en revient en fait à ce que je disais par rapport à cette façon d'essayer de faire traverser les époques, certaines photographies, etc. Il y a eu aussi un moment où quand j'ai commencé à travailler à la pellicule, donc photographie argentique on appelle ça, donc avant le numérique, donc c'est sur des rouleaux, hein, disons que la couleur me laissait moins de choix aussi de papier pour le tirage, pour les expositions, etc. C'est aussi une histoire de la photographie, ça permettait en fait de faire sortir ma photographie vraiment de l'instant donné pour entrer dans des choses beaucoup plus universelles. C'est aussi en termes d'écriture quelque chose qui me parle. J'aime beaucoup travailler sur les formes, sur les lignes, sur ces choses-là. En argentique, comme j'ai une pratique aussi de tireur photographe, donc c'est-à-dire que j'imprime moi-même mes photos de façon traditionnelle pour des musées, etc., ça me permet d'aller plus loin en fait dans ce créneau-là. Et sur l'information, je trouve ça sympa parce qu'en fait, ça permet surtout de casser le regard du spectateur qui aussi s'habitue à un certain type d'image. J'ai aussi beaucoup de photographies couleur, mais de façon aussi en général, des appareils, des vieux appareils photo, des choses en fait qui cassent un peu le regard qu'on a l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que les photos sont meilleures justement, mais en fait, elles interpellent un peu. On se dit tiens, c'est bizarre, c'est pas l'effet est différent, il y a du flou un peu bizarre, ou tout est net, et en fait, ça me permet d'arrêter le regard du spectateur, enfin du public, pour qu'il s'intéresse au sujet. Et aujourd'hui, il y a tellement d'images, il y a tellement de production, la qualité d'image n'a jamais été aussi bonne, hein, même avec les téléphones portables, que c'est intéressant de faire des choses différentes. Et le noir et blanc à la pellicule que je peux faire peut être considéré comme chose d'un peu différent. Et donc, ça permet d'interpeller les gens. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi cet amour pour la photographie, pour l'histoire de la photographie, pour toute la période vraiment qui part de 1936 jusqu'à, on va dire, dans les années 90, où on avait certaines utilisations d'appareils, de proximité et de contraintes, en fait. Je pense que moi, j'aime bien photographier sous contrainte, c'est-à-dire un appareil qui ne permette pas de tout faire. Aujourd'hui, les derniers appareils photo qui sortent, on va dire, sur le marché des grandes marques sont parfaits. C'est un truc alors c'est un copain Noël Kidu qui peut dire ça, qui est aussi un photographe de guerre, il dit on le jette en l'air, il tombe dans les mains, il a déjà fait 4 bonnes photos. Mais les photos pour moi sont trop précises, trop léchées, mais c'est super important que ces appareils photo existent, parce qu'ils permettent aujourd'hui de faire des photos dans des conditions lumineuses, de témoigner, etc. Mais moi je ne m'y retrouve pas trop là-dedans, je préfère être sur des trucs plus lents, où je ne peux pas sortir avec les combattants de nuit, parce que justement je ne peux pas les photographier, donc je suis obligé de rester dans les cahutes avec eux et de photographier leur quotidien. Et en fait, en coinçant, on va dire, mon champ de possible, je me concentre sur des choses plus simples. Et donc là, je peux vraiment appuyer sur ces choses plus simples et ça, qui correspondent beaucoup plus, moi, à mon style de prise de vue. Donc c'est un vrai choix esthétique, complètement, sur certains sujets. Et c'est un parti pris, donc, qui peut être aussi soumis à débat, hein, je comprends. Les gens vont me dire, oui, mais Edouard, là, tu aurais dû faire de la couleur, parce que justement, c'est l'actualité, etc. Je dis, oui, mais là, il y a plein de photographes. C'est sûr que si je vais dans un endroit où je suis le seul, où il se passe un truc gravissime, et que je suis le seul photographe, mes photos vont être faites en couleur, et vont être envoyées la nuit. Tout de suite. Et vont être très informatives. Si je suis dans un endroit comme l'Ukraine en 2017, où des cinquantaines de photographes, des centaines de photographes sont déjà allés, ont fait un travail formidable de prise de vue, je peux me permettre de faire quelque chose à côté. Parce que justement, déjà plein de photos ont été faites, donc je ne vais pas faire pareil que les autres. Ils ont déjà très bien fait le travail. Donc je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus, à part dire oui, je suis aussi allé en Ukraine, je m'en fous. Donc l'idée, c'est que j'essaie de faire quelque chose de différent pour le positionner aussi autre part. Voilà. Et que ça ait sa place. Voilà. Quels sont vos futurs projets et avez-vous un endroit où vous envisagez d'aller? Alors, là, je travaille beaucoup, j'ai commencé à travailler au Liban sur un sujet particulier et là, c'est décalé parce qu'on voit que la situation actuelle, etc. Là, en ce moment, disons qu'on traverse tous les photographes une période assez bizarre, assez compliquée, où il se passe beaucoup de choses, en même temps, les accès sont très difficiles. Par exemple, le conflit, là, Israël à Gaza, on ne peut pas rentrer dans Gaza en tant que photographe étranger, donc il y a des photographes gazaouis qui envoient des images, on ne peut pas rentrer auprès d'eux et on peut très peu suivre, par exemple, Tsahal, l'armée israélienne, qui rentre dans Gaza, etc. C'est très compliqué à faire. Moi, en tant que photographe indépendant, sans faire partie d'une énorme chaîne, je n'y arrive pas. Donc je ne peux pas vraiment aller dans ce conflit-là, où je ne vois pas encore très bien comment le travailler et tout. L'Ukraine aussi, c'est autre chose, c'est un conflit que j'ai pu suivre, etc.
qui pareil aujourd'hui nécessite aussi beaucoup de moyens, avoir une rédaction derrière, parce que les fixeurs, les guides qu'on peut avoir sur place coûtent assez cher, et donc c'est difficile d'y aller sans avoir, on va dire, les moyens. Et on en revient là en fait, c'est-à-dire que j'aimerais aller partout, hein. J'adorais aller au Soudan, j'adorais aller au Yémen, j'adorais aller en Ukraine, j'aimerais rentrer dans Gaza, il y a plein de choses qui se passent en fait, en Birmanie, il y a plein de choses qui se passent dans le monde, mais le problème c'est les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une rédaction qui va s'engager à payer un reportage sur la durée là-dessus. Ou à très peu d'élus, très peu de photographes, très peu de choses, etc. Donc c'est des problèmes économiques en fait. C'est-à-dire que ça paraît fou à dire, mais j'adorais aller j'adorais. Oui, ça, c'est mon travail d'y aller dans les zones de guerre et de témoigner. Je n'ai pas les moyens de le faire. Donc il faut que je trouve d'autres moyens. Donc en ce moment, je suis beaucoup plus en train de consolider mon travail en France pour des choses qui peuvent paraître bien moins passionnantes. Moi, j'y trouve de l'intérêt parce que j'adore la photographie. Ça me plaît, donc même faire des portraits, des choses comme ça, institutionnelles, ça me plaît. Mais ça me permettra par la suite de repartir en zone de guerre avec mes propres moyens. En fait, je suis presque obligé de payer pour travailler en zone de guerre. C'est comme ça que ça se passe. Donc soit j'ai une famille qui me file du blé, mais j'en ai pas, dommage. Et donc je suis obligé de travailler à côté et de cravacher pour pouvoir éventuellement, une fois par an, pouvoir partir quelque part. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas un métier qui est facile. On peut très vite tomber dans la précarité. Hein. Très très vite. Il suffit qu'on n'ait pas bossé pendant un mois ou deux, et puis là, boum. Ça c'est il y a le coup près qui tombe en quelque sorte. On est vraiment tous en train de chercher une petite bourse par-ci, une petite publication par-là. Je pense que la plupart notamment des photographes que vous aurez l'occasion de rencontrer ou interroger, si on leur posez la question, ils vont tous avoir un modèle économique différent. En fait, on est tous en train d'essayer de survivre en fait, là-dedans. Les années 90 ont été l'âge d'or du photojournalisme. Là, on arrive, 70, 80, 90. Là, on arrive, les années 2000 ont été compliquées aussi avec l'avènement du numérique, Internet, etc. Et là aujourd'hui, on arrive sur une crise de la presse qui est monumentale. Donc, il y a de moins en moins de journaux pour travailler. Moi, la dernière fois que j'ai travaillé pour la presse, enfin pour un média d'actualité, etc., c'était il y a 8 mois. Et je n'ai pas eu de commande entre-temps. Et 8 mois pour gagner 350 €. Hein. Où j'ai travaillé 3 jours. Sur le papier, entre le temps de trajet, machin, etc. Donc, ça fait 8 mois que j'ai pas bossé pour la presse. Alors que pourtant, je suis présent, que les gens savent quand même que je suis quand même capable de faire un travail de façon à peu près classique, enfin, de qualité, enfin, normale, et puis avec un peu de chance, ça sera bien, ce que je leur dis à chaque fois. Mais non. Donc, je suis obligé d'aller chercher mon argent ailleurs. Et c'est là la difficulté, donc il y a une forme de frustration, en fait. Une forme de frustration de se dire, mais attendez, mais je suis volontaire, je suis formé, j'ai quand même quelques années de bouteille, enfin, j'ai le matériel. Non. Et donc, c'est assez frustrant, parce qu'en fait, on a beaucoup de données pour ce travail. Hein. Moi, ma vie personnelle a éclaté à cause de ça. Ma vie familiale, bon, plus, mais c'était pas facile non plus. Psychologique, c'est quand même compliqué de se sortir de certains trucs. Et derrière, on a l'impression d'avoir les capacités, d'avoir une volonté, une motivation que n'ont pas d'autres personnes. En fait, on est confronté aussi au monde du travail tel qu'il est. Il y a des gens qui ont, ils ont un salaire, ils ont des arrêts maladie, ils ont un chômage qui s'arrête de travailler. Nous, on n'a rien de tout ça. Et pourtant, on est parti risquer notre vie sur des zones de combat. On travaille jour et nuit. Et donc, il y a une forme de frustration, parce que ce sont ces personnes qui nous disent, oui, non, ils ne nous répondent pas à nos emails. Donc, en ce moment, oui, il y a un peu une forme de colère un peu humiliée qui gronde, enfin un truc qui gronde entre guillemets entre nous, on est là, on se dit bon, t'as des sujets, non, t'as envie de faire quoi? J'irai bien au Soudan, j'ai pas trouvé les accès, enfin, j'ai des accès mais personne veut que j'y aille. Et là on se dit putain mais t'as des accès au Soudan en fait en ce moment, où c'est en train de se passer. Non, il n'y a pas, donc là on est là, on attend. Et donc soit on déprime en faisant d'autres trucs. Donc, moi je fais partie plutôt de cette catégorie-là. En me disant qu'un peu de chance, j'aurai les moyens de repartir sur une zone compliquée par la suite, quoi. Enfin, faire mon travail. Donc ouais, c'est pas facile. Après, s'il y a de la volonté, on peut y arriver, hein, je pense. Hein. Sinon, c'est Darwin, quoi. Soit on se date, soit on disparaît. Voilà. Donc là, on va voir de quel côté de Darwin je me trouve. Et du darwinisme, enfin, c'est la théorie de l'évolution. Hein. Soit on s'adapte, soit on meurt. Enfin, on disparaît. Donc j'essaie de continuer à vivre, quoi. Sinon, je ferai autre chose. Hein. Alors, vous parlez de la crise d'une crise de la presse. Ouais. Est-ce que l'ère des réseaux sociaux peut y faire partie?
Alors je pense, oui, alors je ne suis pas un analyste, entre guillemets, des médias, etc., mais on se rend compte que les réseaux sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux sont juste un vecteur d'information. Enfin, un vecteur de trucs. Voilà. Il y a de l'information, il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle la désinformation, des choses qui vont être manipulées, etc. Il y a de l'opinion, il y a de l'information, enfin tout est mélangé. Le réseau social, c'est juste, on va dire, une espèce d'intermédiaire entre des producteurs de quelque chose et vous. Comme a été la télévision, comme a été la presse papier, comment ont été les tracts, comment ont été les emails, comment Internet, etc. Mais les réseaux sociaux, s'ils sont bien utilisés, c'est génial. Enfin, avec YouTube, on peut voir tous les tutos possibles imaginables. C'est-à-dire que là, je pourrais repasser le bac juste un an sur YouTube en regardant les règles de Pythagore, enfin, j'en sais rien, tous ces trucs-là, je pourrais recommencer. Et en même temps, si je veux voir des trucs sur l'astronomie, je me retrouve très vite avec des images de les Américains n'ont jamais marché sur la Lune et la Terre, elle est plate. Bon, et très vite, en fait, il y a des informations, des choses comme ça, et donc c'est très dur, en fait, de s'y retrouver si on n'a pas un minimum d'expérience, en fait, de très vite arriver à comprendre où est-ce qu'on est dans l'information, où est-ce qu'on est dans la propagande. La propagande avec un grand P, hein, que ce soit politique, enfin, politique, étatique, juste d'un groupe donné, etc. Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est l'algorithme, en fait, le problème. C'est-à-dire que l'algorithme fait que... Alors moi, je suis très content, par exemple, quand je regarde des trucs de plongée sous-marine, que Instagram me propose plein de trucs sur du matériel de plongée, parce que le truc a compris comment je fonctionnais, ce que j'aimais. Donc, il y a soit des appareils photo, soit des trucs de plongée sous-marine. Donc moi, je suis très content, parce que très vite, je vois le nouveau matériel, je vois le truc, etc. Mais disons que je m'intéresse surtout à un parti politique, et bah très vite, les réseaux sociaux ne vont me montrer que des choses qui vont dans mon sens sur un certain parti politique. Non, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire preuve de nuance. Il y a des choses qu'on peut retrouver chez les uns, chez les autres, etc. Mais le fait d'être coincé dans une bulle fait que on n'a que des gens qui pensent comme nous. Donc si à l'école ça va pas, parce que les autres copains ne pensent pas comme eux, ben, on n'a plus besoin de débattre avec eux, parce qu'on sait que dès qu'on va regarder le téléphone portable, il y a quelqu'un qui pense comme nous. Et qui nous met dans nos convictions, etc. Donc le débat est fini, et à la fin, les gens se distancient les uns des autres, en quelque sorte. Et ça amène, je pense, des difficultés au niveau du pays étatique. Enfin, il faut qu'on reste dans le dialogue, dans la nuance, qu'on comprenne qu'il n'y a pas de bon et de méchant, en fait. Il y a des opinions qui peuvent être contradictoires, et que si on veut les diluer, eh ben, c'est bien que les gens discutent entre eux. Ce que vous faites en débattant, en fait. Des fois, vous n'êtes pas d'accord contre quelqu'un, finalement, vous allez peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin, eux aussi, et puis vous allez arriver à un statu quo, en fait. C'est ça, en fait, la démocratie, en quelque sorte. Si on arrête de discuter entre nous, c'est compliqué. Le problème des réseaux sociaux, mais comme d'Internet, comme de tout, c'est comme si vous n'achetiez qu'un seul journal. Vous alliez au kiosque, et en fait, vous allez dans un kiosque, à journaux, mais en fait, c'est un kiosque unique, un peu comme un truc à pizza, en fait, où vous arrivez et la boîte s'ouvre et vous pouvez prendre un journal. Un kiosque normal, vous allez voir tous les titres. Donc vous allez voir des titres de journaux qui sont plutôt à droite, sur l'échelon politique, d'autres qui sont plutôt à gauche, donc des trucs particuliers, vous allez choisir, et vous allez voir des titres différents. Vous allez les voir, vous allez choisir ce que vous préférez, mais quand même, vous allez tout voir. Un réseau social, en fait, c'est un monokiosque, en fait, où vous arrivez, il vous scanne votre visage, il sait ce que vous aimez, et vous sort le journal qui correspond à vos idées politiques. C'est ça, en fait, ce problème. L'algorithme, c'est ça. C'est la réduction, on va dire, d'une offre pléthorique à un ou deux choix qui vont dans ce que l'algorithme pense que vous compreniez. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est quand des partis politiques ou des gouvernements utilisent l'algorithme pour influencer l'opinion des gens. Et c'est là où ça devient intéressant. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive par Internet, l'algorithme fonctionne aussi avec le nombre de clics, de machin, tout, en créant des bots, enfin, vous connaissez ça mieux que moi, mais on arrive en fait à proposer des choses à des gens qui vont apparaître en premier, de façon à pouvoir influencer leurs idées ou pas. Et donc ça, en fait, il y a un énorme problème là-dessus, avec les réseaux sociaux. Et ce qui nous éloigne, on va dire, un peu, nous, de notre métier, où en fait, on est dilué là-dedans. C'est-à-dire qu'à une époque où le journal était un des 7 choix auxquels on pouvait, aujourd'hui, mon reportage fait partie de 15 000 choix sur le même sujet. Et donc, bien que j'ai ramené une information, etc., elle est plus diluée. Et puis aussi la colère. C'est-à-dire que les gens préfèrent des titres forts qui tout de suite vous parlent, etc. Alors que moi, il y a quand même pas mal d'images, il y a une analyse, et il faut réfléchir, quoi. C'est comme si je vous proposais une vidéo d'1h30 alors qu'il y avait
On va vous expliquer le conflit israélo-palestinien en 37 secondes. Non, on ne peut pas expliquer le conflit palestinien en 37 secondes. Ce n'est pas possible. C'est au moins plusieurs heures, en fait, pour arriver à comprendre ça. Et donc, dans cette idée d'essayer de montrer la facilité aux gens, en fait, les gens préfèrent avoir une information rapide, émotionnelle, etc. Et puis, les algorithmes, qui ils sont pas conscients, en fait, hein, c'est juste une intelligence artificielle, va sevrer à ça. Et donc, si on n'essaie pas de s'en extraire, eh ben, c'est compliqué, c'est comme le GPS. Avant, quand on n'utilisait pas de GPS, on prenait une carte, donc on mémorisait le trajet, on l'avait fait 2 fois, on s'en souvenait. Ensuite, avec le GPS, moi je suis obligé de faire la route 15 fois pour commencer à m'en rappeler. Mais c'est génial le GPS. Ça m'enlève un poids, c'est-à-dire que les 15 minutes que j'ai gagnées à ne pas regarder la carte, ben, j'aurais pu faire autre chose. En fait non, ça me rend totalement con. Mais c'est une super technologie. Aujourd'hui, on peut être repéré, enfin en zone de guerre c'est compliqué, mais si par exemple je vais me balader et que j'ai un problème, et ben normalement, grâce à genre ils m'ont connecté, un téléphone portable, je suis capable d'être localisé pour qu'on puisse venir me sauver. Donc en fait, voilà, ça peut... ça a des avantages et des inconvénients. L'important, c'est qu'est-ce que nous, on en fait. Et l'important, c'est savoir comment ça fonctionne. Tout simplement. Parce que s'il y a un problème, il faut savoir réparer. Voilà. Si l'appareil photo, l'autofocus, il tombe en panne, qui m'aide énormément, ben je sais que si je tourne vers la droite ou vers la gauche, ça va changer ma mise au point. Mais si je ne le sais pas, coincé. Voilà. Et donc le problème il est là, et nous dans notre métier, bah ouais, on est en plein milieu de tout ça, quoi. Et les gens qui veulent plus nous croire, il y a des partis politiques aujourd'hui qui disent que les journalistes ne font pas leur travail, donc ils vont montrer des vidéos par rapport à un certain conflit en ce moment, en disant les journalistes ne vous les montrent pas, donc nous on va vous les montrer. Mais les mecs, vous êtes des grands malades, vous n'êtes pas journalistes, les vidéos vous n'avez pas pu les sourcer, etc. Et l'idée, c'est de faire monter aussi la tension, etc. Alors peut-être qu'ils montrent aussi des choses qui sont réelles, hein, bien sûr, mais c'est pas eux de le faire, en fait. C'est pas un parti politique à se soustraire aux médias. Parce que si on commence à dire que les médias ne font pas leur travail et que c'est un parti politique de le faire, là, ça commence à devenir compliqué. Hein. Voilà. Et c'était le cas il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et plein de partis politiques font ça. Hein. Donc, c'est compliqué. Hein. Donc nous, notre travail, c'est pas de diviser, c'est de réunir, en fait. Notre travail, c'est de réunir les gens autour d'un débat, autour d'un consensus, autour d'accepter aussi que l'autre peut avoir une opinion différente, mais en ayant la même base de savoir. Au niveau politique, non. C'est essayer de vous assumer une vérité, tout en éloignant ce qui ne vous convient pas. Donc de vous soustraire des informations sur ce qui ne vous convient pas, et d'appuyer les trucs particuliers. Et donc c'est ça en fait notre travail. Notre travail surtout, c'est de donner les gens les clés de compréhension en fait, pour se faire une idée. Voilà. Et c'est compliqué aujourd'hui. C'est très très compliqué. Mais puis même, après voilà, on peut aussi travailler dans l'opinion. Le Darfour, là, donc le petit livret que vous avez ici sur notre classe ici en Inde, ce sont des témoignages directs, manuscrits de la part de personnes. C'est totalement subjectif. C'est ce que eux ont vécu dans la guerre, etc., qui vont nous raconter, etc. Et justement, c'était aussi cette façon-là pour Abdoul, ça c'était notre première partie de travail en fait. La deuxième, c'était aussi d'aller voir pourquoi pas le parti opposé et de leur faire écrire la même chose. Et en fait, vous montrer ce que c'est aussi que le manque de nuances, que de gens qui s'opposent, etc. Pour nous, vous expliquer ce que c'est que des gens qui ne se parlent plus, qui ont accumulé la guerre, etc. C'est passionnant. Et donc là, c'est aussi notre façon de faire en fait pour vous faire réfléchir en fait. Pour finir, avez-vous un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans la photo ? Photo ou journalisme ? Bon, pareil, enfin, là-dedans, quoi. Dans ce truc-là, ben, le conseil... Alors déjà, le conseil, c'est de se dire, bon, va falloir cravacher, quoi. Et le conseil, c'est la culture. En fait, vous allez écrire. Quoi qu'il arrive, vous allez écrire. Peut-être pas avec un stylo, avec un appareil photo, avec du son, avec une caméra, etc. Vous allez écrire, donc le seul conseil, c'est bouquiner. Regardez des films, écouter de la musique, aller au spectacle, au théâtre, à l'opéra, ou j'en sais rien. En gros, c'est vous ouvrir à toutes les formes d'expression possibles et imaginables. Enfin, moi, quand je peux, j'essaie d'aller à l'opéra. C'est complètement absurde par rapport à la photo, mais ça m'apprend beaucoup de choses par rapport à la construction narrative, par rapport à la photographie, etc. J'essaie d'aller voir des expositions d'art classique, d'art contemporain, d'art brut. Si je peux aller au théâtre, je vais au théâtre. Écouter de la musique, j'essaie d'écouter le plus de trucs possible, imaginables, même si je comprends rien au jazz, j'essaye
parce qu'en fait, c'est une expression, entre guillemets. On reste, entre guillemets, dans véhiculer, on va dire, une émotion, une information, etc., par autre chose que par la parole ou la narration. Parce que là où j'ai appris la photographie, je pense, c'est dans la bande dessinée. Pourquoi ? Parce que les cadrages des bandes dessinées sont parfaits. Il n'y a pas un palmier qui dégage de la tête de quelqu'un parce que le dessinateur l'a mis à côté, justement, parce que tous les plans sont nets, parce que la narration dans la bande dessinée est géniale. C'est-à-dire que chaque fois, il y a des plans serrés, des plans larges, etc. La BD est une super école. Le cinéma, c'est pareil. Il y a bien sûr, alors tout le monde va dire oui, le cinéma d'art et d'essai, etc. Mais même les films les plus populaires, les navets, les trucs comme ça, c'est important. Parce que justement, on peut se baser dessus parce que c'est des cultures différentes. Et quand vous allez devoir vous adresser à n'importe qui, et tout, quand vous allez faire ce métier, c'est-à-dire qu'en fait, vous venez d'un certain type de famille. Vous venez de la campagne, vous venez de la ville, vous venez des classes populaires, vous venez des classes moins populaires, etc. Mais en fait, ça, c'est censé disparaître, en fait. De là où vous appartenez, en fait. Quand vous allez devoir vous adresser à une population en général, en fait, vous devez être tout à la fois. Vous devez avoir les codes. Et donc pour ça, l'art, c'est ce qu'il y a de mieux. L'art s'adresse à tout le monde. Et à personne à la fois. Et à un groupe donné à la fois. C'est sûr que certains types de théâtre n'est pas la même chose que le dernier film, entre guillemets, grand budget qu'on va regarder de science-fiction au cinéma. Mais même si vous regardez, j'en sais rien, même Alien, toutes ces références à la mythologie, les références à l'art classique, les références aussi, bon, alors tout ce qui va être la sexualité, machin, etc., c'est pour ça que ça a fonctionné, Alien. C'est ça, c'est tout est référence aussi à la grossesse, au rapport sexuel, à la peur, enfin c'est ça en fait, Alien. C'est pas juste un film de monstre qui va bouffer des gens. Enfin, peut-être pas le 2, bon, voilà. Mais le 1 c'est incroyable en fait, en termes de... Si ça vous fait aussi peur, ça vous marque, c'est parce que ça dépasse, entre guillemets, juste une histoire classique. Et c'est ça qu'il faut arriver à voir. Pour ça, la littérature, c'est super important. La littérature, c'est, voilà, enfin, quand on reprend... moi, j'ai tout repris, tout ce que j'avais lu à l'école ces dernières années, et j'ai adoré. C'est sûr qu'à l'école, ça m'emmerdait. Mais aujourd'hui, je suis super content d'avoir repris du Zola, d'avoir repris Steinbeck, d'avoir repris... c'est rien, qu'est-ce que j'ai... Les Susskind, enfin... Il y a plein de trucs, en fait, dans lesquels on va retrouver... et moi, je trouve ça passionnant, en fait. Donc, le conseil, en fait, c'est d'essayer d'ouvrir son champ culturel le plus large possible. Et moi, je trouve ça trop cool. Et avec ça, ça vous donne un bagage pour vous adresser à tout le monde. Tout simplement. À toutes les classes sociales, à tous les âges, à toutes les cultures et tout. Et ça reste assez universel, en fait, en quelque sorte. Et vous, dans votre rédaction, dans la façon de composer votre récit, bah, vous avez déjà les chapitres, en fait. Vous n'avez plus que les remplir avec la réalité que vous allez photographier, interviewer, enregistrer, etc. Mais la base est déjà là, en fait. Thucydide, pour moi, c'est donc les guerres du Péloponnèse, c'est écrit avant le 4e siècle avant Jésus-Christ. Toutes les bases du reportage de guerre sont là. Ça a été écrit par un grec il y a plus de 2000 ans. Tout est là, en fait. Et quand on va reprendre aussi certaines choses... voilà. Enfin, ça, c'est pour donner un peu un exemple. Mais, et donc, il faut reprendre ça. Et moi, je trouve ça super chouette, en fait. Donc, l'idée, vraiment, le conseil pour ce métier, c'est d'être le plus curieux possible pour s'ouvrir un maximum. Et après, il faut cravacher, quoi. Donc, il faut oublier les vacances. Hein. Mais tout est vacances. Quand on fait ce métier et qu'on l'aime, on ne vit qu'en perpétuelles vacances. Bon, en se levant tôt, en mangeant peu, en voyant des trucs peut-être pas cool, en étant confronté à des gens des fois qu'on n'aime pas. Mais c'est génial. Être payé pour ça, c'est génial. Mais pour ça, par contre, ouais, il faut y aller, quoi. Faut ramer. Faut ramer. Mais avec des bouquins, c'est mieux. Voilà.